Mes chers collègues, il faut savoir arrêter une réunion, mais il faut savoir la commencer aussi. Mes chers collègues, monsieur le directeur général, madame, messieurs, merci de votre présence. Nous tenons aujourd'hui, en fait, la première audition en réunion plénière de notre mission d'information sur le développement d'une filière de biocarburants, carburants de synthèse durables et hydrogène vert, créée à l'initiative du groupe Union Centriste dans le cadre du droit de tirage annuel dont disposent les groupes politiques. Cette réunion est captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat, sur lequel elle pourra ensuite être consultée en vidéo à la demande. J'indique d'ores et déjà à mes collègues que demain à 17h, salle 263, c'est la salle de la Commission des affaires économiques, nous auditionnerons en format rapporteur le secrétaire général des affaires européennes, ce qui nous permettra d'entrer dans le détail des négociations en cours au niveau de l'Union européenne. Vous êtes, mes chers collègues, bien évidemment tous conviés à cette réunion. Notre prochaine réunion plénière de mission d'information aura lieu le 28 février à 16h30. Il s'agira d'une table ronde consacrée aux différentes technologies et aux efforts de recherche qui réunira le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le Centre national de la recherche scientifique, l'Agence nationale de la recherche et l'IFP Énergie Nouvelle. Aujourd'hui, pour cette première audition, nous recevons M. Laurent Michel, directeur général de l'énergie et du climat au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui occupe ces fonctions maintenant depuis plus de 10 ans. Je salue également les 3 personnes qui l'accompagnent. M. Christophe Cassiotis, directeur de cabinet, M. Vincent Delporte, adjoint à la sous-direction en charge de la sécurité d'approvisionnement et nouveaux produits énergétiques, et Mme Victoire Lantrin, chargée de mission. Merci de votre présence. Monsieur le directeur général, avec mes 22 collègues membres de la mission, issus des différentes commissions du Sénat, elles sont au nombre de 7, et représentant l'ensemble des groupes politiques du Sénat, nous sommes convaincus de l'enjeu que représente le développement de ces filières, tant pour la capacité de la France et de l'Union européenne à atteindre l'objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, que pour notre souveraineté et compétitivité de notre économie. Les travaux de notre commission d'information sont pleinement ancrés dans l'actualité. La Commission européenne vient en effet de publier un acte délégué qui précise la notion d'hydrogène vert après des négociations tendues. Notre collègue Denis Saint-Pé avait d'ailleurs interpellé la ministre de la Transition énergétique à ce sujet la semaine dernière. J'observe également que ce matin même, le gouvernement a installé un groupe de travail sur les carburants d'aviation durable. Je vous propose de nous dresser, monsieur le directeur général, un panorama de la filière de biocarburants, de carburants de synthèse durable et d'hydrogène vert, ainsi que les enjeux relatifs à leur développement à partir du questionnaire qui vous a été adressé par notre rapporteur. Votre intervention liminaire pourrait durer 10 à 15 minutes. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur Vincent Capo-Canellas afin qu'il puisse vous poser un certain nombre de questions avant d'ouvrir le débat à l'ensemble de mes collègues. Cette audition ayant une dimension transversale, je souhaite, j'espère qu'elle sera longue et dense. Monsieur le directeur, je vous cède la parole. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Mesdames, messieurs les sénateurs, merci pour cette invitation à intervenir sur ce sujet important, de plus en plus vaste, puisqu'il y a 5 ans ou 6 ans, on aurait peut-être parlé que de biocarburants et moins de carburants de synthèse, et on aurait esquissé seulement l'hydrogène, alors qu'aujourd'hui, tout ça avance. Donc, juste pour présenter la direction, Christophe Cassiotis,
directeur de cabinet de la DGEC, a aussi en charge tous les sujets innovation et en particulier la stratégie hydrogène. Donc, en tant que de besoin, il me soufflera ou vous donnera en direct des éléments complémentaires. Et la sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, où travaille Vincent Delporte comme adjoint, la sous-directrice et Victoire Lantrin, a en charge tout ce qui est le secteur pétrole et gaz, mais avec le pétrole, il y a aussi tous les carburants liquides, dont les biocarburants et les carburants de synthèse qui se développent, et aussi le biogaz vient avec le gaz. Et cette direction aussi en charge de tout ce qui est le sous-sol, dont la géothermie, mais ça nous intéressera moins aujourd'hui. Alors peut-être en introduction, essayer un panorama qui sera à la fois sûrement peut-être dense, mais aussi incomplet, puisqu'en même en 15 minutes, on ne peut pas tracer tout le panorama, mais en commençant par les éléments généraux, puis en commençant à focaliser sur la question finalement, même s'il n'y a pas de certitude absolue, de quelles sont les pistes au regard des leviers de décarbonation par usage et type de transport, puisqu'on a beaucoup parlé transport, et on verra que tous les vecteurs énergétiques peuvent avoir des rôles à jouer, mais sont quand même à ce jour plus ou moins adaptés et mûrs pour certains secteurs. Puis après, des focus sur les biocarburants, qui eux sont déjà passablement plus anciens et on a du recul. Les carburants de synthèse, à contrario, nouveaux, et l'hydrogène, sur lequel on a eu une stratégie nationale adoptée en 2020, qui se développe. Alors, sur les éléments généraux, comme vous le savez, ce sont des objectifs complexes et très engageants de réduire à la fois à moyen terme de 2030 et bientôt peut-être 35 ans d'avoir de nouvelles échéances de 55% au niveau européen par rapport à 1990 nos émissions de gaz à effet de serre, puis la neutralité carbone qui a été affirmée tant au niveau européen que dans les objectifs français il y a déjà quelques années. Et donc ça adresse tous les secteurs, et y compris pas seulement en vision verticale, mais un ensemble de sujets transverses. Les transports sont, quand on regarde au plan national, la première source d'émissions de gaz à effet de serre de 30% des émissions domestiques. Et donc, c'est un vecteur, enfin un secteur où il est important d'agir. Depuis plusieurs années, les stratégies successives, entre autres la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie, pour tous les secteurs, essaie de développer divers leviers. D'abord la réduction des consommations par sobriété ou efficacité énergétique, puis la décarbonation des énergies utilisées, avec en particulier pour tous les secteurs, mais aussi pour les transports, l'électrification, mais pas seulement. Alors pour réduire à la fois vite et durablement les émissions dans les transports, on devra optimiser un certain nombre de leviers, quasiment tous, ceux qui sont plutôt sur l'efficience générale des transports, optimiser l'utilisation des véhicules, qu'ils soient de marchandises, de transport de marchandises ou de personnes, le report modal, parce que certains modes de transport sont plus faciles à décarboner que d'autres, et dans la décarbonation des énergies utilisées, on aura une certaine part d'électrification, mais pas seulement, d'où l'intérêt du travail sur des carburants, on va dire, liquides ou gazeux, complémentaires à l'électricité. C'est aussi pour les transports et évidemment quelque chose qui doit prendre en compte la demande croissante de mobilité. Comment peut-on, à défaut de tout de suite l'infléchir, au moins grâce à peut-être plus d'efficacité dans les transports, diminuer la hausse de cette mobilité. C'est aussi quelque chose qui évidemment va marier, comme tous les sujets énergétiques et climatiques, des dimensions européennes, des dimensions nationales. Il s'agit d'implémenter, de mettre en place les politiques, mais on a aussi des vraies marges de manœuvre. C'est aussi des développements territoriaux. Il ne sert à rien de dire au niveau national, mettons, on fait un plan vélo et puis qu'il ne se passe rien. C'est évidemment en lien avec les territoires qui sont source d'action et d'idées. Et ça sera aussi quelque chose de très systémique, en particulier pour les transports, l'organisation des transports, leur connexion, mais aussi le lien motorisation, infrastructure, en particulier d'avitaillement, mais aussi infrastructure de la route elle-même, sont absolument à mettre en synergie. Alors, si on va maintenant se focaliser plus sur les usages, en simplifiant à l'extrême, on commence quand même à voir se dessiner pour chacun des modes de transport, le transport routier léger, routier lourd, le transport ferroviaire, l'aérien, le fluvial et maritime, un ensemble de contraintes et de solutions
qui fait que certaines solutions en termes d'énergie bas carbone sont plus ou moins faciles à utiliser. Clairement, l'orientation prise, et pas qu'en France, sur le transport léger, véhicules des particuliers et au moins les utilitaires légers, les moins gros, on considère qu'avec les faibles émissions du mix électrique français, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays européens qui ont aussi des mix électriques très bas carbone, et de toute façon on y va, ça incite à pousser la mobilité électrique comme solution de long terme. Si on le compare à l'hydrogène, on estime qu'il y a assez peu d'intérêt pour la mobilité légère, du moins la plus légère, parce que globalement, la voie durable de produire de l'hydrogène, ça va être à partir d'électrolyse de l'eau, mais vous avez un rendement électrique d'électricité vers hydrogène qui induit des pertes d'énergie de 30 à 40%, là où le rendement du moteur électrique est plutôt proche de 100%. C'est l'orientation de moyen long terme. Évidemment, dans cette mobilité légère, le parc de véhicules légers se renouvelle progressivement, et donc les biocarburants, qu'ils soient de première génération ou avancés, ont un rôle de transition non négligeable. Mais vraiment, on pense que l'électrification permet une importante réduction d'émissions de gaz à effet de serre, y compris en analyse de cycle de vie. Ça implique aussi évidemment un effort important sur les réseaux de recharge, à la fois dans les parkings privatifs, qu'ils soient des résidences, du résidentiel ou des entreprises, des collectivités et autres organismes publics, mais aussi sur la voie publique, les bornes totalement accessibles. 85 000 bornes au 31 janvier sont accessibles au public, mais dans ce qui est le plus le privatif, on a dépassé 1 million de bornes. Alors évidemment, à ce stade, malgré le début d'industrialisation, de massification du véhicule électrique, un certain nombre de mesures d'accompagnement restent nécessaires, comme les primes à conversion, les bonus, ainsi que l'accompagnement de l'implantation de l'infrastructure. Alors, si vous allez sur le véhicule routier plus lourd, on voit que pour le coup, vous avez le véhicule est plus lourd, transporte plus de marchandises et peut être amené à faire des plus longues distances. Et par ailleurs, c'est évidemment pour les navires ou les avions. Là, vous voyez, l'électrification ne va pas être une solution immédiate, voire de long terme. Néanmoins, tous les déterminants technologiques et économiques ne sont pas figés. Sur ce qui est de la mobilité routière, véhicules lourds, vous voyez que le bus électrique commence à être une solution répandue. Quand vous allez aux cars, qui donc voyagent plus longuement, et aux poids lourds, l'offre est plus restreinte, et avec en particulier la question d'un besoin d'autonomie important, donc induisant des poids de batterie importants. Néanmoins, mais je n'en fais pas ni une préférence ni une prédiction, on voit aujourd'hui un grand nombre de constructeurs de poids lourds, considérant aussi qu'ils ne peuvent pas viser toutes les technologies, qui annoncent l'électrification de l'ensemble de leurs segments, y compris les poids lourds les plus gros porteurs. On voit aussi néanmoins que la solution gaz reste, entre autres s'il y a du biogaz, privilégiée ou incluse par certains dans leur gamme. Et par ailleurs, certains proposer des poids lourds à hydrogène. Alors par rapport aux véhicules légers, vous aurez toujours le rendement de l'hydrogène l'électricité vers l'hydrogène reste faible. Par contre, vous avez une capacité à emporter de manière assez dense, même si c'est moins dense que les carburants classiques. Vous pouvez quand même emporter une grande quantité d'hydrogène. Vous le mettez ensuite, vous avez votre pile à combustible et avoir des autonomies conséquentes pour les poids lourds à hydrogène. Donc c'est une perspective importante. L'autre perspective restant la décarbonation des carburants liquides par un certain nombre de biocarburants actuels ou futurs. Alors, pour la mobilité aérienne, et je crois que vous l'avez évoqué, les trois ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et des transports ont installé ce matin un groupe de travail avec finalement tous les acteurs, ceux qui fabriquent les avions, les énergéticiens qui fabriquent les carburants divers et les utilisateurs, compagnies aériennes et aéroports. Pour le coup, à ce jour, l'électrification n'apparaît pas tellement envisageable, même s'il y a des recherches. Ça resterait probablement des petits avions. L'hydrogène est qualifié, sous contrôle de Christophe, de solution potentielle à long terme pour des avions
court et moyen courrier, mais là il y a des travaux de R&D, mais c'est compliqué. Et donc, au-delà de... on retrouve finalement, comme dans tous les secteurs, il faut être plus efficace. Donc, les avions qui, en base, consomment moins parce qu'ils sont plus légers, parce qu'ils sont plus aérodynamiques, parce que aussi leurs trajectoires sont optimisées. Mais, sauf rupture majeure, le secteur et les experts ont l'air de considérer qu'il va falloir que du carburant liquide décarboné devienne disponible en volume important pour réduire à court et long terme les émissions, donc biocarburants ou éventuellement carburants de synthèse. Ça posera une question à court terme, on va dire de la poule et de l'œuf. La demande commence à émerger, elle est en France tirée par un dispositif d'incorporation croissante, qui démarre comme on a pour le carburant routier. Mais il va falloir il y aura les règlements européens qui vont y pousser, mais il va falloir que l'offre industrielle émerge, et on l'espère sur le sol européen et national, et pas seulement aller vers d'autres pays où par ailleurs peut-être la qualité en sens de impact durable de ces carburants, leur vraie réduction d'émissions de gaz à effet de serre serait plus difficile à contrôler. Donc une orientation de secteur, au moins dans une première mais longue phase, vers des biocarburants très durables ou des carburants de synthèse à faible émission, avec néanmoins des projets de R&D, en particulier sur l'utilisation directe de l'hydrogène pour les vols courts et moyens courriers. Pour les mobilités maritimes et fluviales, un peu la même chose, peut-être un tout petit peu moins compliqué, dans le sens que vous pouvez avoir, y compris des motorisations qui peuvent être relativement flexibles. Là, vous n'avez pas les mêmes contraintes très spécifiques des moteurs extrêmement performants des avions. Donc, vous pouvez même imaginer des rétrofits de moteurs passant du carburant classique et pouvant d'ores et déjà aujourd'hui intégrer des carburants avec une part biologique, mais y compris peut-être même rétrofit à l'hydrogène. Est aussi utilisé, je pense qu'on en parle beaucoup, mais on attend de voir les prototypes et les réalisations. Bien entendu, l'utilisation de l'hydrogène, cuve à hydrogène, pile à combustible, et on avance, avec toutes les questions, ça ne vaut pas que dans les navires, mais c'est important, de sécurité, puisque en plus le navire pouvant lui-même transporter des matières assez dangereuses, les questions seront importantes. Certains armateurs et professionnels du monde de l'énergie et de l'hydrogène étudient également l'utilisation de dérivés de l'hydrogène, comme le méthanol, sur lequel on reviendra, ou aussi l'ammoniac comme futur combustible. Donc là, on ne serait plus en pile à combustible, on serait plutôt en moteur thermique. On va dire la nécessité en général pour les navires de longue distance et de grosses quantités d'énergie fait que le moteur électrique lui-même à ce jour resterait plutôt pour la marine ou le fluvial quelque chose pour l'instant de niche. L'électrification pourrait être par contre évidemment important pour décarboner les activités des ports et aéroports, comme par exemple tout ce qui est quand les bateaux sont à terre et qu'ils ont besoin d'électricité. Il est plus intéressant pour l'environnement de les raccorder plutôt que de faire tourner les chaudières diesel. Alors maintenant, si j'aborde les trois vecteurs que j'avais évoqués, les biocarburants au sens traditionnel que l'on connaît, donc c'est les liquides à part biologique utilisés dans principalement aujourd'hui la propulsion routière, mais qui sont amenés à aller vers les autres secteurs. Ce n'est pas une histoire balbutiante, c'est déjà un chemin qui a une certaine durée et qui joue des rôles non négligeables, puisque globalement, alors il y a quelques subtilités de calcul et puis des variations d'une année sur l'autre, mais on est arrivé en France aujourd'hui à une incorporation de 8% des biocarburants dans les essences et les gazoles routiers. Il y a un certain nombre d'avantages et de facilités qui maintenant sont avérés. On va dire que le circuit logistique, par exemple, moyennant qu'on fasse les mélanges plutôt parfois très en amont, parfois plutôt proche de la distribution, ça dépend du type de carburant, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une révolution de l'infrastructure.
On distribue du diesel avec une part de biocarburant, on distribue de l'essence avec une part, on distribue le E85, quelque chose qui roule. Alors aujourd'hui, après une phase qui avait nécessité un fort soutien, tant par défiscalisation, soutien aux productions, les moyens de soutien aux biocarburants classiques se sont simplifiés, mais avec un levier qui reste fort. Le levier de l'obligation de l'incorporation, la taxe que les experts ont connue longtemps comme la TIRIB, qui maintenant est la tire verte, taxe incitative, qui donc, en fait, il y a une obligation d'incorporation, et si vous la remplissez, en tant que vendeur de carburant, vous ne payez pas la taxe, dans le sens qu'elle est appelée incitative. Réussit-elle bien ou pas? On peut dire qu'en tout cas, comme peu de gens la payent, on peut dire qu'en tout cas, l'objectif est atteint, tout en étant légèrement croissant, et ayant été par ailleurs ces dernières années, on va dire, affiné avec des sous-compartiments pour pousser à l'incorporation d'un certain nombre de biocarburants avancés, recyclant, valorisant des déchets, par exemple. Cette incitation, un peu coercitive quand même, il faut le dire, reste nécessaire parce que le prix du biocarburant est plus coûteux au niveau de la molécule que l'équivalent fossile. Et par ailleurs, comme en particulier pour le biocarburant de première génération, il y a un certain nombre de coûts des matières agricoles qui sont derrière, des intrants, plus les coûts de transformation. Si jamais les prix du pétrole montent beaucoup, ces prix-là, via les engrais, enfin, tout ça monte aussi. Et par ailleurs, quand les prix du pétrole montent, il y a évidemment aussi de la bataille, on va dire, pour s'assurer son approvisionnement, tant à la fois en pétrole qu'en biocarburant. Il y a pu donc avoir des tensions. Mais avant même les tensions style guerre en Ukraine, là, on va dire, voilà, c'est un constat, c'est pas une jugement de valeur, le litre est plus cher à produire. D'où le besoin de cette obligation d'incorporation pour pérenniser cette filière de décarbonation déjà largement ancrée dans nos territoires. Les évolutions des dernières années, entre autres avec la PPE de 2020, Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est de fixer des objectifs d'incorporation de biocarburants dits de deuxième génération qui impliquent l'utilisation de matières qui n'entrent pas en concurrence avec la production de produits alimentaires. Ça s'est fait par des compétences d'objectifs additionnels à l'objectif de base. Alors, même ça fait l'objet de débats qui souvent sont vifs et qui par ailleurs sont intellectuellement et techniquement complexes. Il est évident qu'on doit viser à ce que ces biocarburants aient un impact global environnemental en émissions de gaz à effet de serre et en analyse de cycle de vie qui soit meilleur que le carburant fossile. En base, ça peut être assez simple, mais ce n'est pas du 10% que l'on vise, c'est des 55, 65, 70%, ça dépend de l'âge de l'usine qui transforme. Et c'est en genre d'analyse de cycle de vie, en prenant en compte de plus en plus la prise en compte des effets indirects, dont la déforestation. C'est pour ça, je pense, vous vous souvenez de débats qui ont été dans les PLF, par exemple, qui a eu en France des décisions qui aujourd'hui finalement n'ont pas rattrapé, mais on est suivi par l'Union européenne de bannir dans le comptage, on les interdit pas, mais bannir dans le comptage de biocarburants ceux qui sont à base d'huile de palme, et puis progressivement, mais la pente de réduction était forte, de soja, et les directives européennes RED 2, enfin la nouvelle directive de 2018 en cours de fin de transposition, et la RED 3, ainsi que le règlement lutte contre la déforestation importée, ont remis tout cela dans un cadre européen. Alors, donc, je m'en arrête là sur les biocarburants classiques, mais il y a évidemment plein de choses à dire. On répondra évidemment aux questionnaires, puis il y aura les questions dans l'audition. J'avance sur les carburants de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle carburant de synthèse? C'est l'idée de recombiner, c'est ce qui est en train c'est la définition qui se cristallise, et c'est là aussi, au-delà de la définition, les efforts de R&D se cristallisent, c'est la recombinaison d'hydrogène et de carbone. Alors carbone qu'on amène, non pas à partir de l'énergie fossile de base, mais plutôt à partir de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone. Un des intérêts, évidemment, c'est
quelque part d'économiser une fois le carbone émis si vous faites ça à partir de CO2 que vous captez dans des fumées de cimenterie, aciérie ou autre. Il n'y a pas zéro émission, mais vous avez quelque part presque la moitié des émissions. Ça dépend où vous le comptez, mais vous n'avez plus l'émission de la cimenterie ou vous n'avez plus l'émission du carburant, en tout cas, si votre molécule est recyclée. Alors, c'est quand même quelque chose qui, à la fois, est prometteur, mais est nouveau, dont on voit que, pour l'instant, les rendements de procédés de fabrication sont encore faibles. Ça nécessite des quantités importantes d'énergie, entre autres électrique, entre autres pour produire l'hydrogène associé. Et évidemment, les mêmes questions de qualification, si vous voulez qu'il soit qualifié de renouvelable, il faudra que votre hydrogène lui-même soit alimenté d'électricité renouvelable. Si vous voulez qu'il soit de bas carbone, il faut avoir toute la vision globale. C'est sûr que si vous faites votre électricité à partir de gaz pour ensuite faire de l'hydrogène, il y a un problème. Donc l'importance que l'on a, qu'on attache en France à utiliser globalement l'électricité de réseau décarboné pour produire de l'hydrogène décarboné. Donc j'ai dit l'intérêt de capter et de n'émettre qu'une fois sur deux, le carbone. Ça peut permettre aussi, de chercher des procédés. Si vous avez des procédés qui sont riches en CO, CO2, vous pouvez directement le capter sans avoir à épurer ce que vous captez. C'est comme en chimie, si quelque chose est très dense, très riche dans un produit, vous avez moins de coûts d'épuration. C'est aussi des choses qui vont être gérées. De même, en général, le CO2 que vous captez, il est d'origine fossile, si vous êtes voilà où il part, mais vous pouvez aussi imaginer que les acteurs travaillent sur du CO2 d'origine biogénique, comme les éthanoleries ou certaines usines de biocarburants avancés. Vous pouvez avoir des fils de CO2 qui viennent de la biomasse, mais si vous les récupérez, là, pour le coup, c'est très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on voit émerger? On voit entre autres les carburants de synthèse de type méthanol qui sont très regardés par le secteur maritime, un peu moins le secteur routier parce qu'il y a peut-être d'autres solutions. Ils sont intéressants côté rendement parce que la recombinaison de carbone et hydrogène, c'est plus facile. Enfin, le méthanol étant une molécule simple, vous arrivez, semble-t-il, à avoir le meilleur rendement. Pour l'aviation qui, elle, vise plutôt un carburant type kérosène, donc qui est un carburant complexe, là, vous êtes obligé d'aller sur des carburants de synthèse plus complexes. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, tant sur les biocarburants que les carburants de synthèse, que le gouvernement, avant même le gros travail d'aujourd'hui, dans le cadre de France 2030, a soutenu des projets, et même avant dans le cadre du PIA, a soutenu des projets. Dans le cadre de France 2030, il y avait une enveloppe de 200 millions d'euros pour soutenir les études et démonstrateurs pour la production de carburants aériens durables, donc c'est biocarburants très avancés et ou biocarburants de synthèse, avec 4 projets bénéficiaires. L'idée étant, tant sur les biocarburants avancés pour l'aviation que pour les carburants de synthèse pour l'aviation, d'avoir d'ici quelques mois, 4 peut-être, un deuxième appel à projet pour soutenir des phases d'industrialisation encore plus fortes et à plus forte échelle de ces carburants. Pour finir mon introduction, l'autre vecteur carburant que vous avez dans votre champ, donc, c'est l'hydrogène, qui d'ailleurs n'est pas envisagé que comme carburant pour les transports. Vous le savez, la stratégie adoptée en 2020 et qui est assez proche de diverses stratégies dans pas mal d'autres pays, c'est comme il faut le produire qu'on démarre cet hydrogène, que ce n'est pas gratuit, qu'il y a des questions de rendement. Il faut viser les usages où il est le plus pertinent pour la décarbonation. D'abord, l'industrie et les mobilités intensives a besoin de forte énergie dans un premier temps. L'industrie, parce que d'une part, on utilise aujourd'hui de l'énergie fossile. Notre hydrogène aujourd'hui, c'est à peu près 900 000 tonnes d'origine fossile utilisées dans divers procédés industriels. Mais 9 millions de tonnes de CO2, donc 2,5% et quelques de nos émissions, c'est cela qu'il faut évidemment décarboner avant d'inventer de nouveaux usages de l'hydrogène. On a déjà quelque chose là. Dès qu'on a de l'hydrogène durable, on y va. Mais c'est aussi, donc, j'y reviens pas, il peut y avoir aussi des procédés industriels nouveaux, entre autres en sidérurgie, où on remplace des étapes utilisant du charbon, du gazole pour la réduction
minerais par des procédés utilisant entre autres de l'hydrogène. Et puis donc cette mobilité lourde, j'ai pas développé, mais le train, le train évidemment est électrifiable, mais là où il peut pas être électrifié, on retombe un peu sur soit des diesels de synthèse, soit aussi l'hydrogène. Et vous savez qu'on soutient des projets portés par Alstom et cofinancés entre l'État et plusieurs régions de démonstrateurs et de premiers trains hydrogène pour l'endroit où on ne pourrait pas électrifier. Ce n'est pas la seule solution. On pouvait avoir aussi des hybrides électriques qui roulent en électrique et puis après chargent des batteries et qui finissent en électrique quand ils sont sur la ligne non électrifiée. Donc l'objectif, c'est plus d'hydrogène décarboné. Nous retenons à ce stade l'électrolyse de l'eau, qui est un procédé connu, prometteur, avec beaucoup de recherches sur l'amélioration et la mise au point de nouveaux électrolyseurs à plus haut rendement, donc d'une manière plus efficace économiquement, mais aussi énergétiquement, puisque je pense que Christophe, pour 1 TWh d'hydrogène, il faut quand même aujourd'hui 1,7 TWh d'électricité. Si on peut améliorer les rendements, ça fera moins d'électricité à produire. Ce sera bénéfique pour celui qui produira l'hydrogène, mais pour tout notre système. Donc, peut-être que, on n'y ferme pas la porte, des procédés à partir de biomasse pour ensuite passer en méthane et ensuite en hydrogène et capter le CO2 qui en viendrait. Ces procédés plus à l'étude qu'on n'exclut pas, mais qui ne sont pas encore industrialisés. Donc, une base, un usage industrie, usage mobilité lourde, soutien à la production, mais aussi à toutes les technologies. Donc, évidemment, le développement des technologies d'électrolyse, la production, mais aussi les technologies d'utilisation. La pile à combustible n'a pas encore, ou tous les réservoirs qui vont avec, tout ça n'a pas encore l'historique de perfectionnement, même si on est loin de la préhistoire, mais on peut encore beaucoup avancer sur ces sujets. Donc, les plans gouvernementaux depuis 2020 soutiennent des phases de R&D et démonstrateurs, soit pour valider les nouveaux modèles d'électrolyseurs et ensuite faire les grandes usines de production d'électrolyse. Il y a des projets sur la pile à combustible, là aussi mise au point et usine, et aussi des premiers projets de production massif d'hydrogène. On vise en termes de production 6,5 gigawattheures d'électrolyse installée en 2030, la version actuelle de la stratégie. On devrait quand même avoir assez vite, sous le contrôle de Microsoft, plus de 2 gigawatts soutenus par l'ensemble des appels à projets dont certains ont déjà été sélectionnés. On a des projets qui sont cofinancés entre la France et l'Union européenne dans le cadre des projets d'intérêt commun, dont des projets de production d'hydrogène. On a d'ailleurs aussi travaillé sur divers mécanismes de soutien, dont au moins un court moyen terme qui durera un certain temps, tant que les technologies d'électrolyse n'auront pas atteint le prix de l'hydrogène fossile, des soutiens à la production, un peu comme pour les renouvelables, biogaz ou électricité, un soutien par appel d'offres, en retenant les projets qui présentent le meilleur rapport qualité-prix, mais où on compenserait le coût de production versus le prix nécessaire et acceptable pour qu'il se développe. Cela a fait l'objet d'un mécanisme qui a été notifié à la Commission européenne, avec qui on a déjà eu de nombreux échanges, et on espère une approbation cette année pour pouvoir lancer les appels à projets. Et puis on soutient aussi le développement d'un certain nombre d'écosystèmes territoriaux au-delà des grands démonstrateurs. Donc, combinaison de production et d'utilisation locale dans l'industrie et la mobilité lourde sont des premiers tests. Ces stratégies sont amenées à évoluer. Le président de la République a demandé qu'on la revoie cette année au vu, on va dire, de la demande croissante d'hydrogène, entre autres, dans l'industrie, dans les stratégies de décarbonation. Il y aura des questions à se poser, par exemple, sur l'infrastructure hydrogène en France et en Europe, bassins locaux avec consommation proche de la production, mais aussi des gros lieux de production reliés à des lieux de consommation par un réseau qui se développerait progressivement. Donc ça, c'est une question à traiter dans la prochaine PPE. Quel réseau d'infrastructure, quel modèle économique? Est-ce qu'on passe tout de suite à des réseaux régulés tels les modèles de gaz ou électricité, ou est-ce qu'il y a un mélange de réseaux régulés et de réseaux d'initiatives privées, au moins sur les petits réseaux? Il y aura aussi des questions d'importation
à la fois au niveau européen et national. Les ambitions européennes, entre autres des programmes REPowerEU ou autres, parlent de 20 millions de tonnes à horizon 2030 consommées en Europe, alors, pas sûr que le calcul a été fait de manière hyper précise, mais donne des ordres de grandeur, un potentiel fabriqué en Europe de 10 millions de tonnes et des importations de 10 millions de tonnes. On aurait tendance en France à penser qu'il y a peut-être à d'abord faire émerger notre production, mais ça veut dire aussi qu'il faut être réaliste, qu'on aura peut-être besoin de ces importations. Ce qui est en train de se dessiner, il y a eu pas mal de commentaires récemment sur les différents projets de règlement européen. C'est un certain nombre de choses ne convergent pas sur les définitions, pas encore sur les définitions d'hydrogène renouvelable, bas carbone et leur plan. Ce qui converge assez bien, c'est que l'hydrogène importé, pour être qualifié de bas carbone, il devra avoir les mêmes performances et une capacité à suivre cette performance en termes d'émissions de CO2 par rapport au kilo d'hydrogène. Ce aussi qu'on partage avec un certain nombre de pays, c'est que cet approvisionnement européen devra être non seulement de qualité et durable, mais aussi, on va dire, encadré et diversifié pour éviter de retomber dans des dépendances excessives qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'un seul producteur d'hydrogène, comme on a eu vis-à-vis d'un seul producteur de gaz naturel. Donc un certain nombre de sujets qui vont se caler dans les années à venir pour l'hydrogène, et puis à terme peut-être d'autres usages aussi, comme moyen de stockage de l'électricité, entre autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai sûrement duré plus que le quart d'heure, mais je peux me permettre. Le sujet est large. Je ne suis pas sûr de l'avoir néanmoins épuisé les questions. Merci, Monsieur Laurent Michel, pour cette introduction sur un sujet effectivement large. Et je vais passer la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, merci d'abord de ce vaste panorama foisonnant que vous nous avez délivré. J'avais presque envie de vous dire en introduction, n'y voyez pas une provocation, mais que c'est un peu à l'image de la stratégie de décarbonation. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on s'est fixé beaucoup d'objectifs et que, évidemment, on peine à délivrer. Alors c'est normal, me direz-vous, à ce stade-là. Mais on va arriver au stade de la révision de la stratégie française d'énergie-climat. Et donc, vous avez dit beaucoup de choses. Ce que je voudrais bien comprendre, c'est aujourd'hui je ne vais pas dire quel tri, mais si vous devez tamiser un peu ces objectifs, si vous devez les hiérarchiser, si vous devez nous dire en quoi on a progressé, voilà, j'aimerais un peu mieux vous entendre sur c'est quoi les grands axes et quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, notamment comprendre mieux quand même l'évolution de la stratégie avec, alors on aura une audition demain, mais quand même, d'ores et déjà, quelle est l'évolution des discussions européennes et en quoi ça influe la stratégie française, mais aussi sur la définition d'un certain nombre de choses. Vous avez abordé biocarburant, carburant synthétique, hydrogène vert. Où est-ce qu'on en est dans la définition de tout ça? Parce qu'il y a des enjeux de stratégie, il y a des enjeux scientifiques qu'on veut aborder. Il y a aussi des discussions européennes qui doivent nous servir à cadrer un peu les choses au fur et à mesure. Bon. Mais voilà, quelle est votre évolution de la stratégie, votre évaluation et l'évolution de la stratégie, votre appréciation sur les solutions de décarbonation aussi, parce que vous en avez cité pas mal, c'est très bien, mais qu'est-ce qui vous paraît pouvoir se décliner en filière française? Est-ce qu'on a des risques pour pouvoir faire que ce soit des filières souveraines? Parce que c'est pas tout d'avoir une réflexion sur l'aspect scientifique, sur l'aspect industriel, mais est-ce qu'on est capable derrière de délivrer? Ou est-ce qu'on va passer d'une dépendance à l'autre là-dessus? Sur les conflits d'usage, vous avez abordé très justement, d'ailleurs, très honnêtement, le fait que, de manière très transparente, pardon, le fait qu'il y avait aussi des situations où on pouvait discuter. Vous nous avez beaucoup parlé de l'aérien en nous disant que là, c'était plutôt effectivement des carburants synthétiques avec des caractéristiques particulières d'ailleurs, mais que ça pouvait être pour d'autres modes de transport l'idée. Vous n'avez pas beaucoup parlé de l'industrie aussi, mais est-ce qu'il y a des concurrences? Je pense à l'hydrogène notamment, et des besoins pas uniquement en matière de transport, mais sur l'industrie. Et puis enfin, quel est le type de soutien? Est-ce que c'est trop tôt pour dire
Voilà, aujourd'hui, quand on reprend tout ça, en essayant de hiérarchiser l'état scientifique, le processus européen, l'appréciation que nous avons de l'atteinte des objectifs et les conflits d'usage, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se reposer la question des mesures de soutien? C'est une toute petite question. Alors, dans qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui progresse, qu'est-ce que l'on peut faire. Évidemment, tout dépend de la focale. Est-ce qu'on est très global sur l'ensemble de décarbonation? Et par moment, on doit l'être parce que tout est lié. Vous avez parlé de conflit d'usage, je reviendrai sur la biomasse. Vous ne pouvez pas faire, vous, mais c'est un vous collectif. Nous ne pouvons pas faire semblant de croire qu'on a tellement de biomasse qu'on va chauffer tous les logements au biogaz et remplir tous les camions de biocarburant et tous les avions, etc. À un moment, ça ne colle pas. Donc, il y a des moments où on doit avoir des visions intégrées, puis des moments où il faut effectivement se pencher sur la globalité, mais aussi à un moment regarder secteur par secteur, quelles sont justement les impasses ou autres. Alors, si on regarde en global sur la vision stratégie nationale bas carbone, PPE, ce qui doit mieux marcher, c'est l'efficacité énergétique dans tous les secteurs. On n'est pas, que ce soit en rénovation, en industrie, en transport, on ne délivre pas extraordinairement. La preuve à contrario, qui est une bonne preuve, même si on aurait souhaité le faire avant, c'est que le signe au prix ou la peur de manquer, si vous me passez cette expression, au moment de la crise russo-ukrainienne, a déclenché beaucoup d'économies d'énergie, dont certaines sont subies, mais aussi beaucoup d'actions dont on se rend compte qu'elles sont simples ou une certaine rentabilité. Et ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Ce qui est un peu au cœur, entre autres, des orientations qui ont été posées par le président de la République et le gouvernement, c'est donc, d'une part, ce gros effort à faire sur l'efficacité énergétique, globalement la maîtrise des consommations, et ensuite essayer d'avoir les vecteurs décarbonés là où il faut. Et donc, c'est un peu du beaucoup de choses à la fois. C'est sur le logement en particulier, beaucoup de chaleur renouvelable, de la biomasse utilisée efficacement dans des chaudières bois, collectives ou autres, de la géothermie, ça peut être du biomasse, etc. C'est aussi utiliser le potentiel biomasse. Et là, il y aura des débats d'un secteur à l'autre. Parce que, par ailleurs, vous pouvez, avec l'évolution des technologies, avec certaines ressources, faire du liquide, du gaz ou de la chaleur. Tout n'est pas fongible, mais ça peut l'être. C'est donc d'utiliser ce potentiel, mais de manière durable, sans faire baisser nos surfaces forestières, nos surfaces agricoles, sans se lancer dans une course en avant à la culture dédiée. Et puis, c'est l'électrification plus forte de l'économie, parce que, y compris pour le chauffage, avec des modes de chauffage, donc pompe à chaleur efficace, vous pouvez chauffer plus et mieux, avec plus et mieux, et ça, c'est des vecteurs assez matures de remplacement des fossiles. Une partie des transports, c'est clair, peut s'électrifier. Vous avez vu lesquels, plutôt les légers plutôt que les lourds, même s'il y a des débats. Et l'industrie. L'industrie peut bénéficier d'une électrification directe ou indirecte. Directe, on peut changer des procédés. La sidérurgie, pas qu'au niveau français, au niveau mondial. ArcelorMittal pense au même procédé partout dans le monde, va passer en réduction directe du fer plutôt que d'utiliser des procédés à base d'agglomération de minerais très émetteurs. Donc il y a de l'électrification directe, et puis il y a parfois aidé par l'hydrogène. Donc, vous pouvez remplacer certains vecteurs de chaleur par de l'hydrogène, et là c'est une électrification que je qualifie d'indirecte, vu qu'on considère qu'on fait l'hydrogène à partir d'électricité. Donc ça veut dire que même si on arrive à diminuer des consommations d'électricité sur certains vecteurs, on l'a vu pendant la crise, moins 8, moins 10%, on sait faire des choses, l'électrification va amener plus de consommation. Donc ça, c'est la vision un peu d'hélicoptère, mais qui après trouve à s'articuler de manière différente dans chaque secteur. Si on voit sur les transports, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'est pas simple, même s'il y a certains succès comme le plan vélo et on espère la relance du covoiturage. Il n'est pas très simple. Je ne dis pas que c'est un grand succès ni un grand échec, mais il n'est pas très simple, mais c'est un levier sur lequel, si on veut être efficace à court terme, il faut beaucoup agir. Le report modal au sens large, il ne va pas tout faire. Tout le monde ne sera pas à vélo et toutes les marchandises ne seront pas sur des trains ou sur des péniches. Il n'y a pas de péniches partout.
on ne va pas tout changer. C'est difficile, il y a des succès, il y a des échecs. C'est un des axes sur lesquels il faut travailler, donc de la route vers le fer pour les marchandises, un peu les mobilités actives, au moins en métropole, ou même, enfin, vélo, on peut faire plus que 3 km s'il y a des incitations, des aménagements, etc. Donc ça, c'est un des axes de progrès. Après, on voit bien sur les transports qu'il y a vraiment besoin de travailler sur l'efficacité de la chose qui bouge, qui est la chose plus son moteur. C'est comment ça devient de plus en plus efficace, parce que même si on avait, et c'est pas simple, parce que ça consomme de la biomasse ou de l'hydrogène, de l'électricité, beaucoup de biocarburants, vraiment, c'est compliqué d'en faire. Donc moins ils en consommeront, et c'est ce que disaient les avionneurs ce matin à la réunion que présidaient les ministres. L'objectif, ils pensent, et le pense atteignable par rapport aux avions les plus performants vendus aujourd'hui, les A320 Neo par exemple, c'est de faire moins 40%. Donc il faut, quoi qu'il en soit, être très efficace sur tous ces véhicules. Et après, il faut décarboner. Et donc là, c'est plus ou moins efficace, mais je pense les vecteurs sont plus ou moins adaptés. Je pense qu'on voit se dessiner plutôt hydrogène et certains carburants de synthèse pour les mobilités lourdes, avec des variations entre le train et l'avion. C'est lourd, mais c'est plus compliqué de faire l'hydrogène dans l'avion, alors que le train, ça peut l'être, et que l'électrification directe. Et plutôt de l'électrification pour les mobilités légères, et puis des paris technologiques et industriels autour du poids lourd, où là, la balance coût-avantage et facilité de progresser, c'est difficile de dire est-ce que le camion à hydrogène ou le camion électrique va devenir finalement pas très cher et très performant, alors qu'aujourd'hui les constructeurs se lancent. Et par ailleurs, les constructeurs étant moins nombreux et ayant un marché moins gros que le véhicule léger, ils ne vont pas tirer toutes les pistes, tous azimuts. Même pour ces voitures légères, on voit bien les constructeurs se focalisent. Donc ça, globalement, c'est vraiment un enjeu de l'amélioration de l'efficacité du véhicule et un enjeu de produire ces vecteurs. Et là, on a des équations qui peuvent apparaître foisonnantes, mais qui vont être un peu aussi du essai-erreur. Mais on sent qu'il faut là quand même, sur un certain nombre de ces nouveaux carburants, il faut soutenir l'offre, clairement, par un mélange. C'est pour ça d'obliger quelque part, les mandats d'incorporation qui sont aujourd'hui dans la législation française, qui vont arriver par la législation européenne, elles créent de l'offre en obligeant les avionneurs, les compagnies aériennes à en utiliser, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut clairement que dans la phase d'innovation puis d'industrialisation, on aide la création d'usines. Je crois que dans le questionnaire, vous avez évoqué aussi, entre autres par rapport à l'Amérique et son Inflation Reduction Act, ce n'est pas des marchés totalement mondiaux, mais ce n'est pas non plus des marchés totalement de proximité. Il faut sans même parler de la souveraineté, mais si à un moment un grand continent va beaucoup plus vite que les autres sur la production de ces nouveaux carburants, les autres les feront plus cher et plus lentement. Et puis ça serait quand même assez embêtant effectivement que les carburants durables, les avions ou les bateaux ne puissent s'approvisionner que sur le sol de certains pays. Donc il y a vraiment un enjeu d'accélérer cette industrialisation. Alors ça mène à la question que vous évoquiez des soutiens. On a la conviction dans nos équipes et au-delà qu'on doit vraiment avoir, tout en étant réactif sur un moment, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on débranche, la combinaison soutien à l'innovation. Donc c'est de longue haleine. Les acteurs dont l'IFPEN ont cité des projets qui s'appelaient Beauty Fuel ou Futurol, qui ont de travaux des organismes de recherche d'entreprise pour développer justement ces 45S, des choses qu'on mettait du PIA vers 2014-2015. C'est vieux. Aujourd'hui, on commence à se dire qu'il y a les premiers industriels. Il faut soutenir cette phase d'innovation, mais aussi cette phase d'industrialisation. De même que pour à la fois être performant au plan environnemental, mais aussi la souveraineté, il faut qu'on ait un certain nombre d'usines de batteries en Europe. Et de soutenir juste la R&D ne suffit pas. C'est la conviction qui, je crois, se répand aussi en Europe, qu'il y a un moment, dans cette montée en puissance, il faut un soutien à l'investissement industriel.
Et dans certains cas, la combinaison d'une réglementation qui oblige à consommer et de vraies sanctions, parce que quelque part, la taxe que personne ne paye, c'est une sanction pour ceux qui refuseraient d'incorporer ou qui des biocarburants, restera nécessaire. Sur les conflits d'usage, sur l'hydrogène, c'est plus facile. On pense qu'il faut aller là où c'est efficace, parce que je ne dis pas que la somme des optimums locaux va faire un optimum global, mais si chaque optimum local n'est pas du tout optimal, ça ne va pas. Pour diverses raisons de rendement énergétique, de facilité et tout, l'hydrogène dans les voitures, on ne pense pas que c'est faux. Dans le chauffage urbain, c'est compliqué de mettre de l'hydrogène à la place du gaz dans les réseaux. On a d'autres solutions, donc ne mettons pas des complexités qui retarderaient et qui coûteraient cher. Là où vous ne pouvez pas, et on pense à court terme, c'est l'industrie et un certain nombre de mobilités lourdes, c'est là que doit aller l'hydrogène. Alors, après, chaque pays peut le voir un peu différemment. Vous avez des traditions, des cultures et des tissus industriels un peu différents dans chaque pays. Mais c'est quand même ce qu'on voit un peu partout, à différence que certains pays qui ont plus de besoins de stockage d'électricité vont sûrement aller plus vite que nous ou qui ont moins de montagnes. Nous, on a des stations de pompage. Aux Pays-Bas, c'est difficile de faire une station de pompage, par exemple. Il n'y a pas trop de montagnes. Donc, stocker l'électricité, là-bas, s'il y a plus de besoins, ça sera batterie ou hydrogène. Mais donc ça, le conflit d'usage, on va dire, il est là. D'où l'enjeu, c'est finalement, c'est pas un conflit sur une ressource finie, c'est une ressource à créer qui nécessite qu'on soit capable de produire assez d'électricité dans le court, moyen, long terme, dans des conditions de durabilité. Le choix, c'est un mix à base de nucléaire et de renouvelables, et d'avoir des électrolyseurs performants, parce qu'on pense qu'il y a encore des capacités d'amélioration des rendements. Pour la biomasse, là, c'est un sacré sujet, parce que la biomasse, elle a des facteurs limitants qui sont notre surface, qui sont la volonté de ne pas être en concurrence avec les usages alimentaires, d'avoir une biomasse, et on n'est pas contre, il y a un certain nombre de possibilités de cultures intermédiaires qui vont dans les méthaniseurs. C'est encadré. En même temps, il faut que ces cultures dites intermédiaires, il faut qu'elles-mêmes, elles soient durables. Si vous êtes obligé de mettre plein d'engrais, et à un moment, il faut un peu des engrais, mais plein d'engrais, plein d'eau et tout pour produire un certain nombre de plantes pas très performantes pour faire du méthane, votre méthane, il a un bilan pas terrible. D'où la focalisation du biométhane sur d'abord les déchets, un peu de culture dédiée, un peu de culture intermédiaire. Donc, une limitation de notre surface, les objectifs qu'on se met de pas la conseiller. Et puis, tout n'est pas interchangeable, c'est-à-dire qu'il y a des idées qu'à partir du bois, on puisse, par exemple, maintenant, avec pyrogazéification, faire du méthane. Mais à ce moment-là, si vous mettez tout le bois là-dedans, vous aurez peut-être plus de biogaz, mais moins ces déchets de bois. Il s'agit de mettre des déchets de bois dans les chaudières. Il ne s'agit pas de mettre des gros troncs. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc, il y a un moment, les interchangeabilités, quand même, peuvent vous déstabiliser un certain nombre de filières, y compris, même si on pense que le biocarburant, pour avancer pour l'aviation, est une des solutions, il va falloir vérifier que les bilans biomasse et énergie font pas qu'à court moyen terme, on tire de la biomasse, y compris à un moment, si on ne faisait pas attention aux critères de durabilité, on enlèverait du bois pour faire du bois d'œuvre. Donc le bilan biomasse est quelque chose de compliqué qu'on va essayer d'éclairer, mais au-delà de l'éclairer dans les stratégies, il va falloir le suivre, même si sur un certain nombre de sujets, que ce soit les biocarburants ou le biogaz, on a encore des potentiels de déchets à valoriser qui sont non négligeables. En même temps, on ne fait pas exprès de jeter des déchets. Il y en a d'abord dans la politique de gestion des déchets, on essaie d'en produire moins, du style lutte contre le gaspillage alimentaire. Quand il y a des déchets alimentaires, on peut en faire des choses. Il ne s'agit pas de faire exprès des déchets pour faire du biogaz. C'est une des rares certitudes que je puisse avoir, c'est entre autres celle-là. Sur les définitions, sous contrôle de Christophe et Vincent, les définitions européennes sont plutôt en train de converger sur les biocarburants, les biocarburants de deuxième génération, et même l'hydrogène bas carbone et renouvelable. Là où on a un débat, entre autres sur l'hydrogène, c'est que, même si je vais le faire, je vais essayer de le faire tel que moi je le comprends, je ne suis pas le plus grand expert, sauf pour le compléter, c'est que, et en n'ayant absolument rien contre une capacité de faire de l'hydrogène dit renouvelable, on estime que dans l'état actuel de notre mix,
du besoin d'électricité supplémentaire et du fait qu'il est décarboné, qu'on peut essayer à court terme de remonter par le parc existant notre production de nucléaire, et qui peut être utile de pouvoir donner une large place à l'hydrogène décarboné, qui finalement, certains le disent hydrogène nucléaire, non, c'est juste un hydrogène utilisant de l'électricité du réseau, avec toutes les traçabilités qui vont bien, en particulier de vérifier son bilan carbone, c'est-à-dire que évidemment, il faut aussi compter quand on est en pic et que là, c'est les centrales à gaz qui tournent, il faut le compter dans le bilan carbone. Mais on sait faire ça, et donc on pense que c'est là quelque chose qui serait contre-productif, que par des objectifs trop rigides, finalement, on fasse tout notre on court à atteindre de l'hydrogène renouvelable en se privant de l'autre hydrogène plus général. Mais on n'a rien contre. Donc, plus qu'une question de définition des molécules, elles-mêmes, c'est la manière d'avoir des objectifs qui laissent un peu de subsidiarité. A contrario, un pays qui n'a pas de nucléaire et qui développe de plus en plus d'électricité renouvelable, la France n'empêchera pas de faire son hydrogène renouvelable. Et par ailleurs, il y aura en France aussi de l'hydrogène renouvelable. C'est cet équilibre qu'on essaie de trouver dans des débats dont, comment dirais-je, les retransmissions médiatiques sont parfois un peu raccourcies, c'est normal. Je ne sais pas, attends, Christophe avait noté tous les... J'avais... oui, alors après, peut-être... Bon, vous avez posé des questions de hiérarchisation, souveraineté. La hiérarchisation, effectivement, c'est essayer de trouver des règles simples mais vraies et éventuellement qu'on change si on voit les technologies. Si on voit des choses géniales sur tel usage d'hydrogène qu'on n'a pas prévu, il ne faut pas qu'on reste coincé sur notre stratégie. Mais quand même, définir justement des hiérarchisations, quels sont les vecteurs énergétiques les plus utiles et quels sont ceux qui sont aussi sans regret. Et ça peut varier dans le temps. On ne sait pas combien de gaz gazeux on utilisera en 2050. On sait juste qu'il sera totalement décarboné. Mais comment on le produira, c'est compliqué. Aujourd'hui, à contrario, des décisions sans regret, si on produit du biogaz durable, avec peu de cultures dédiées et compagnie, c'est sans regret parce qu'on a tellement de gaz fossile à décarboner que sur les 15 ans qui viennent, ce biogaz n'est pas perdu. Idem pour les biocarburants classiques qu'on sait produire. Il y a pendant encore longtemps suffisamment de véhicules thermiques pour qu'on ne se pose pas tout de suite la question, on n'a pas besoin d'arrêter les biocarburants d'aujourd'hui pour ne faire que les biocarburants de demain. C'est ça un peu ce que j'appelle des décisions sans regret, en disant néanmoins qu'il est aussi sans regret de développer ces nouvelles technologies et de la manière la plus efficace. Pour ce qui est de filières françaises, le panorama pourrait être long et vaste. Et ayant en tête évidemment que, par ailleurs, quand on est sur les fossiles, disons clairement, à part de maîtriser des technologies de transformation, de raffinage, etc., et d'avoir des groupes qui se projettent à l'international en ingénierie, où c'est vrai, on a un vrai savoir-faire français, pour le coup, vous savez tous, on ne maîtrise rien, toutes les molécules fossiles, ou quasiment, sont importées, et toute la valeur ajoutée, elle est ailleurs. Sur les filières plutôt, on va dire, de biomasse, on a une certaine expérience industrielle, on sait fabriquer du biodiesel, du bioéthanol de première génération, et on commence à développer des procédés de deuxième génération. Mais en même temps, je ne dis pas qu'il faille être en autarcie, ayant aussi conscience que selon les années, selon aussi les équilibres, etc., on importe aussi des biocarburants ou une partie des matières premières qu'on met dans nos usines. En soi, c'est pas un drame, mais voilà, il faut bien avoir en tête que on ne peut pas forcément être totalement autosuffisant sur tout. L'objectif étant qu'on est au niveau français et européen, c'est pour ça qu'il y a des projets communs, autant l'IPCEI, effectivement, si on développe de l'hydrogène, et on y croit, ça, très sincèrement, moi j'y crois, on est capable en Europe, mais il n'y a pas 15 ans à attendre, d'avoir des générations d'électrolyseurs performants et où on pourrait avoir des usines de production. Si on attend 5-10 ans, ils viendront de Chine ou des États-Unis. Voilà. Et on en aura sûrement aussi qui viendront de Chine et des États-Unis. On en exportera aussi. Et par ailleurs, déjà, des électrolyseurs français s'exportent en Allemagne. Il ne faut jamais oublier sur l'hydrogène, un peu toute l'utilisation, les piles à combustible. On a Symbio qui est très pointu. On a toute la question des réservoirs.
c'est voilà, c'est l'intégration aussi. C'est un train à hydrogène, c'est pas tout à fait un train à diesel, quoi. Et sur, pareil, sur les filières de biocarburants ou de carburants synthétiques, on n'est pas ni les derniers ni les premiers à être sur le sujet. Il y a ce sont les technologies, il y a des technologies étrangères où il y a les nôtres. Il s'agit aussi, évidemment, une certaine maîtrise au niveau national de premières industrialisations permettrait aussi de vendre l'ingénierie. D'où l'idée qu'on soutienne aussi les premières industrialisations. Après, il y a beaucoup de ces procédés qui pourront être quelque part portés par des entreprises un peu multinationales, au sens qu'elles sont présentes en France, en Allemagne, en Finlande. D'une certaine manière aussi en souveraineté, si on a quelques technologies que l'on maîtrise, par exemple sur l'électrolyseur, si jamais un jour un pays avec 90% du marché décidait de nous couper les ventes d'électrolyseurs, on serait très embêté. Mais si on a la capacité d'en faire un petit peu, à ce moment-là, on a un peu une dissuasion, entre guillemets. C'est une question qu'on peut se poser aussi sur les panneaux solaires. Pour l'Europe ou les États-Unis vont utiliser plus de panneaux solaires. On n'aura jamais 100% de nos panneaux solaires produits en Europe dans les 5 ans qui viennent. Il y a une grande industrie chinoise qui en fait des très performants et pas chers. Avoir une capacité en Europe à fournir ce qu'on va consommer en plus, au moins une partie, serait un gage de souveraineté et d'alternative. De la qualité de vos réponses. J'ai des collègues qui souhaitent poser des questions. Monsieur Demilly. Merci beaucoup, Stéphane. Monsieur le Président. Moi, je souhaite intervenir sur le biocarburant de première génération. J'ai présidé et lancé le groupe d'études sur les biocarburants à l'Assemblée nationale il y a plus de 20 ans. À l'époque, on l'a fait contre l'avis des pétroliers, on l'a fait aussi contre l'avis des ministères. Et on a réussi à développer la filière par le biais du calendrier d'incorporation, par le biais de la défiscalisation. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir effectivement une filière qui tourne bien, et tout particulièrement celle de l'éthanol que vous connaissez, puisque vous avez parcouru les champs de betteraves quand vous étiez probablement de rire du Pas-de-Calais. Mais il y a déjà un certain temps, et je voudrais vous poser une question sur ce sujet-là. D'abord, une première question sur le court terme, puisque vous savez que l'actualité nous amène à parler des néonicotinoïdes, et la fin de l'interdiction de cet enrobage de semences fait qu'aujourd'hui, le monde agricole veut se détourner de la production betteravière, et donc on risque d'avoir finalement de tuer dans l'œuf une filière qui était naissante avec celle de l'éthanol. Tout à l'heure, vous disiez que c'était 8% d'incorporation en moyenne. Le E10 c'est le plus vendu en France aujourd'hui. Le E85 se développe de partout. Et donc, je voulais savoir quel était votre sentiment par rapport à cette décision donc européenne que nous allons devoir malheureusement appliquer ici en France, et quelles seront les répercussions sur la filière éthanol en France. Ça, c'est la question court terme. Et la question moyen terme que je voulais voir avec vous est celle, bien sûr, de la fin des moteurs thermiques, qui est programmée, et donc indirectement de la fin de l'incorporation de biocarburants donc dans les carburants classiques. Là aussi, quel est votre regard, quel regard vous portez sur cette situation et sur cette évolution économico-sociale qui va donc nous attendre dans quelques années? Permettez, il y a deux autres collègues qui souhaitent, et puis voilà, parce que Monsieur Salomon. Merci, Monsieur le Président. Juste deux petites questions. Je voudrais revenir sur les biocarburants. Pourriez-vous nous dire, à l'heure actuelle, quelles sont les surfaces occupées en France par ces biocarburants et les analyses sur le cycle de vie? Qu'est-ce que ça donne exactement? Parce qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus aussi, sur le biodiesel, sur le bioéthanol. Quelles sont les analyses, les dernières en date et les plus crédibles? Merci. Pierre Cuypers. Oui, merci, Président. Vous avez évoqué sur les biocarburants, Monsieur le Directeur, le fait que les compagnies pétrolières ne payaient pas la TGAP. C'est normal, s'ils ne la payent pas, ça veut dire qu'ils incorporent. On est bien d'accord. Non, mais je crois qu'il faut bien le dire dans ce sens-là. C'est la réussite en guillemets. Oui, alors je préfère l'entendre comme ça. L'autre question, c'était sur les facteurs limitants. Pour l'ensemble des énergies renouvelables,
de toutes les générations, je veux dire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, certes, on a démarré avec une production de biocarburants à partir de biomasse produite. Je voudrais quand même rappeler ici à notre commission qu'il n'y a pas plus d'intrants pour produire des énergies que de produire de l'alimentation. On est bien d'accord sur le plan agronomique. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait plus d'intrants pour produire des énergies dites biocarburants de première ou de seconde. Plus, il faut plus d'intrants, c'est ce que je dis. Ben non, la matière première que l'on produit, enfin la matière végétale, la biomasse, qu'elle soit à destination alimentaire ou non alimentaire, elle a les mêmes conditions de production, les mêmes moyens qui y sont mis. On met pas plus d'intrants pour produire de l'énergie que de produire pour des betteraves ou du colza ou du tournesol ou du maïs ou du blé. Hein? Voilà, non mais c'est qu'on soit clair là-dessus. Ça veut dire qu'on ait une destination de nos productions à caractère alimentaire ou non alimentaire, c'est les mêmes moyens, les mêmes besoins pour la plante. Voilà. Hein. Ben, c'est ce que j'avais compris un petit peu dans votre... Voilà. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait avoir, si vous aviez imaginé à la DGEC, un tableau qui mette bien en parallèle toutes les énergies d'aujourd'hui, biocarburants, première génération, et ensuite toutes les autres énergies de synthèse ou d'hydrogène, et de voir quels étaient les volumes à laquelle on pouvait prétendre atteindre avec les matières premières qui étaient les nôtres dans chaque production, à quel terme et à quel prix et à quel retour environnemental possible. Beaucoup de questions, dont certaines sont connectées. J'ai essayé de répondre à tout sans me prêter à l'art d'esquiver la question à laquelle je n'ai pas la réponse. Alors, sur la question de la betterave, enfin la question de betterave, l'interdiction des semences, je ne suis pas spécialiste du sujet. On peut lire la presse et voilà, effectivement, se pose enfin, des questions. Est-ce qu'on trouve des alternatives et comment, et quel va être l'impact sur la production de betterave et donc sur les résidus de deuxième, troisième extraction que l'on peut avoir, qui ne sont pas les seules sources, mais qui sont effectivement des sources importantes. On a aussi d'autres sources d'éthanol, côté vin ou autre, mais vous avez raison, la betterave est importante. On a... Alors, clairement, même si j'ai beaucoup révisé pour cette audition, moi, cet élément-là, je l'ai pas entendu, mais on a des échanges fréquents au niveau de la sous-direction avec le syndicat SNPA et les autres acteurs qu'on voit, on va dire, de manière programmatique une fois ou deux par an pour faire un point un peu global et en permanence. Donc, c'est vrai, je pense que c'est une des questions. Je vais faire ensemble des réponses, mais Vincent, si vous avez des éléments, vous pourrez les indiquer à l'oral et on vous les mettra en écrit. Oui, est-ce que ça, je ne vais pas dire qu'il y a zéro impact. C'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde sur notre filière éthanol. Sur la question de la fin des moteurs thermiques et donc les impacts pour ces biocarburants, oui, c'est une question, mais qui n'est pas aussi drastique que ça. D'abord, c'est une idée pour les véhicules légers d'arrêt de vente en 2035. Donc, alors évidemment, ça ne va pas être ça et en 2035 on s'arrête. Il va y avoir une pente, mais il y a d'abord un stock important et puis il y a tout ce qui est le parc routier où là aussi il va y avoir de la décarbonation avec une partie des véhicules ne seront plus à carburant liquide, est-ce qu'ils seront à biogaz, à hydrogène électrique, mais il pourra en rester. Mais donc vous aurez quand même des parcs qui restent et vous aurez aussi tout le volet maritime et fluvial qui peut être des consommateurs. Alors, il est certain que c'est plus simple, en simplifiant l'extrême, de reconvertir du diesel, du biodiesel vers des bateaux, etc., que de l'essence, de l'éthanol ou du ED95, parce que globalement, le moteur à essence existe surtout en véhicule léger. Mais je pense que la partie biodiesel, sans savoir ce que sera 2050, a probablement une vision plus longue d'utilisation assez facile à portée de la main
si vous voulez, moi, et en ayant, ça envoie la question de M. Salmon, la certitude que la CV est bonne, etc. Pour vous dire clairement, on a des échanges intenses avec le secteur fluvial qui nous disent, bah, écoutez, nous, il va falloir faire des choses et on aimerait bien avoir du biocarburant à la fin du match. Donc voilà, c'est évidemment pas énormissime, mais aujourd'hui, c'est 8% d'un gros paquet, ça peut devenir 50% de paquets plus petits. Enfin, voilà, et ça va. Donc il y a une transition générale. Pour M. Salmon, les surfaces occupées, là, je ne l'ai pas sous la main. On essaie de répondre au questionnaire, mais je ne suis pas sûr que ce soit dans le questionnaire. Pourtant, j'ai relu le questionnaire. On vous donnera les éléments. Il faut demander à François Grimer. Oui, non, mais les équipes les ont. Voilà, non, mais sur les surfaces, non, mais ça, on a. Pour le coup, c'est pas quelque chose que je connais par cœur. On va recevoir François Grimer et on aura sans doute la précision à ce moment-là. De toute façon, si vous pouvez nous la fournir en tout temps, c'est encore mieux. Oui, mais on les verra. On a, et sachant que certaines filières utilisent plus de la surface pour des cultures directes, alors que d'autres sont plutôt en résidus. Certaines filières sont en déchets, style betterave. Voilà, mais c'est plus pour dire. Sur les ACV, il y a des suivis, il y a des réglementations européennes et il y a des suivis et des preuves à apporter, et avec des exigences qui, plus l'usine est récente, plus ça doit être important. C'est plutôt et on a des chiffres, hein, on les vous aurez dans le sens, on a justement des données assez précises sur la décomposition. On peut d'ailleurs comparer un carburant fossile. Le carburant fossile, sa production, c'est pas très cher. Par contre, c'est son émission qui est chère. Mais on a pour les biocarburants de G1 et G2 des éléments que vous retrouvez dans le questionnaire sur, pour fabriquer 1 litre, quelle est la part matière, quelle est la part process, etc. Je dirais pas, enfin, je ne donnerai pas dans l'angélisme, mais avec aussi tout ce qu'on a mis en place sur l'interdiction d'un certain nombre de produits et un système européen qui s'est perfectionné et durci, il y a une vraie durabilité et des vraies réductions d'émissions de gaz à effet de serre des biocarburants utilisés aujourd'hui. C'est mieux suivi et c'est plus important qu'il y a 10-15 ans. Ce n'est pas un jugement de valeur, ce n'est pas un cri de triomphe, ce n'est pas du tout, je veux dire. Et par ailleurs, nous, y compris en liaison, la sous-direction en liaison avec des collègues étrangers, essaie de surveiller tout ça, qu'on ne nous refile pas par des certificats, des cargaisons douteuses, etc. On y veille. Je pense par ailleurs, pareil, le monde économique n'est pas angélique, mais ceux qui sont dans ce domaine savent qu'ils ont aussi à faire très attention, parce que un système aujourd'hui pourrait être très vite déstabilisé par un certain nombre de fraudes qui seraient mises en œuvre sur des sujets qui ne sont pas simples et qui peuvent donner polémique. Alors, M. Lupers, cela dit, c'est effectivement, enfin, si vous voulez produire de la betterave pour la manger ou pour la mettre en énergie, c'est exactement la même ou presque. Ce que j'ai dit, c'est que, on va dire, on est obligé de manger. Et donc, ce qu'on accepte, même si on essaie de les limiter comme intrants pour produire de la plante, c'est un peu, ou de la plante ou du bétail après, voilà, c'est une base. Mais si on doit avoir des volumes importants d'intrants, pas toujours efficaces, il y a des façons de cultiver plus efficaces, pour faire une plante qui elle-même, après, en énergie, n'est pas extraordinaire en termes de rendement, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai juste dit ça. C'est pour ça qu'il y a les analyses. Non, c'est juste, c'est pour ça qu'il y a l'analyse de cycle de vie. C'est pour ça aussi que parfois, vous savez, il y a quand même certaines cultures intermédiaires qui peuvent être produites sans trop d'intrants et qui ont quand même un pouvoir méthanogène. C'est intéressant. Si à contrario, vous êtes obligé de leur mettre tellement d'engrais pour que... Voilà, il ne s'agit pas non plus de planter uniquement le miscanthus qui, paraît-il, est très donne beaucoup d'énergie. Il ne s'agit pas non plus de venir dans la monoculture. Alors, sur les facteurs limitants et les comparaisons, il y a un certain nombre d'éléments dans le questionnaire et on essaiera peut-être de les mettre sous les formes que vous évoluez. Oui, on a des visions aujourd'hui des prix du biocarburant de 1G, 2G, de l'hydrogène et même des carburants synthétiques.
Évidemment, à terme de 5 ans, on peut voir, il y a des choses. Enfin, c'est pas le biocarburant de première génération, son prix, il va plus bouger. Enfin, il va fluctuer en fonction de la matière première haute, mais la technologie est à peu près mature, ça gagne un peu. Il y en a d'autres qui sont très chers, qui vont encore un peu décroître. Les facteurs limitants vont être quand même, enfin, globalement, la surface, si on voulait faire vraiment du dédié, c'est un facteur limitant. Et aussi pour ceux qui sont quand même très consommateurs d'hydrogène ou d'électricité dans le process, à la fois il coûte plus cher, mais ici, si on remonte en genre global, la propension à payer n'est pas le seul jugement. Enfin, on n'a rien contre les avions, mais sous prétexte que les avions pourraient payer très cher, mais s'ils bouffaient tout l'hydrogène de France et qu'il n'y en ait plus à mettre dans l'industrie alors qu'elle ne pourrait pas payer, on aurait un problème. Alors, les capacités maximales, c'est un peu difficile à dire parce que ça va dépendre de beaucoup de facteurs, mais ce qu'on peut peut-être mettre dans ce tableau, c'est les fourchettes de potentiel que l'on a vues dans nos travaux actuels qui modélisent. Alors, ça sera pas, on vous les mettra, mais ce sera pas c'est ce qu'on commence à essayer de faire pour nourrir notre stratégie nationale bas carbone et la PPE. Je dirais, ces documents de travail que un ministère envoie une mission d'information, c'est pas forcément ça qui va un jour, dans 3 ou 6 mois, être mis dans la PPE par le gouvernement. Comme en plus on est sur de l'intrigue, à contrario, enfin, je prends un autre exemple. Si vous me demandez quel est le potentiel de l'éolien en mer, c'est assez simple, c'est assez monomaniaque. On voit les contraintes et tout, c'est déjà très compliqué. Quand on est sur la biomasse, comme en plus ils s'interfèrent les uns les autres, ça sera peut-être un peu des fourchettes, mais on doit être capable. Pour moi, c'est facile de demander au service, mais on a déjà un certain nombre d'éléments dans le questionnaire. On va peut-être remouliner un peu les réponses au questionnaire pour intégrer cette demande-là. Je t'en prie. Oui, avec l'autorisation du président. Sur ce point, je voulais souligner la très bonne idée de Pierre Cuypers. C'est vrai que si on arrive à avoir ce petit tableau, entre guillemets, de pilotage, on aura un bon élément de visibilité et de partage de la stratégie, avec ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire des doutes aussi, des questionnements, des points de rendez-vous par moment aussi. Mais c'est vrai que on peut peut-être échanger là-dessus, sachant que ça peut être un document de travail qui peut nous aider nous-mêmes à réfléchir. Hein, voilà. Mais en tout cas, merci d'accepter de réfléchir avec nous comme ça. Ça me paraît une très bonne chose. J'ajoute très juste, évidemment, en ce moment, des fortes incertitudes, mais pas pour les biomasses, sur les prix. Tous les prix, nous étions depuis 15 ans dans un monde d'inflation zéro où les technologies s'amélioraient, les prix de tout baissaient. Là, les prix ont beaucoup augmenté, certains vecteurs énergétiques plus que d'autres, parce que si vous intégrez beaucoup de béton ou autre, vos prix augmentent, tout rebouge. Hein. Enfin, les prix du solaire ont monté, mais ils sont à nouveau en train de baisser. Donc, on a des incertitudes assez fortes en ce moment. Déjà que c'était pas simple de lire la boule de cristal. En ce moment, les prix deviennent un peu fugaces. Hein. Vous verrez d'ailleurs, les courbes de biocarburants sont assez frappantes. Oui, monsieur le directeur, essayons de réfléchir à ce qui pourrait se passer demain si d'aventure on nous disait il n'y a plus de moteur diesel. C'est bien une tentation aujourd'hui politique et de dire on supprime le diesel. Alors je voudrais vous poser la question sur quand vous importez du pétrole brut et que vous l'apportez dans une raffinerie. Et donc la raffinerie c'est une colonne à distiller. Dans le bas de la colonne on a ce qui est lourd et les bitumes et autres. Et puis ce qui est le plus léger c'est les éthers. Hein. Donc voilà, ça veut dire que pour produire uniquement de l'essence ou des plus légers, éthers, esters, etc. Qu'est-ce que l'on fait du gasoil que de toute façon on serait condamné à produire pour avoir des essences? Que deviendraient ces gasoils? Ou fuel? Bon, c'est alors, effectivement, il y a des couches. Alors, le problème de court terme, ça ne veut pas dire que votre question n'existe pas. Le problème de court terme qu'on a toujours eu en France depuis 20 ans, c'est qu'on consomme plus de gazole que la production naturelle d'une raffinerie normale. On est plutôt obligé de faire des acrobaties. Alors, d'une part, en importation, hein, on est, alors même qu'on a fermé pas mal de raffineries en France, on est autosuffisant en essence, mais on importe 40% de notre diesel. Donc, notre raffinage, parce que... Oui, pour le moment, mais c'est-à-dire, on a quand même une certaine marge, et même le raffinage, encore récemment, a investi pour augmenter son taux de conversion pour avoir plus de diesel.
C'est une question effectivement globale. Il n'y a pas que les diesels qui ont consommé moins. Dans les, les diesels est assimilé parce que le fuel et le gazole non routier, tout ça, c'est un peu la même chose. Mais vous avez aussi les fuels lourds qui progressivement, et pas qu'en Europe, vont disparaître de la production électrique. Puis, en France, on a encore quelques turbines, mais c'est même pas au fuel lourd, c'est au léger. Et dans le monde de la navigation, il y aura plus de fuel lourd, on va aller vers aussi le carburant durable. Ces carburants vont devoir être retransformés, alors, soit en mélange avec du biodiesel ou autre pour justement les bateaux ou les usages. Je rappelle quand même que pour l'instant, même s'il y a des questions, entre autres sur l'impact, y compris des diesels récents en termes de pollution de l'air, aucune réglementation, y compris les zones à faible émission, contrairement à ce qui a pu être dit, aucune n'interdit les diesels récents. Donc c'est un sujet et on voit, et par ailleurs, au-delà de l'impact sur les raffineries, on voit bien le problème que ce serait d'interdire les diesels les plus récents dans les villes. Donc c'est une vraie question de comment le raffinage, à un moment, à terme, il fera du carburant de synthèse et du biocarburant avancé. Aujourd'hui, il fait autre chose. Comment il évolue, et sachant que dans l'actualité, vous l'avez bien vu, en octobre 2022, notre question, c'était par ailleurs, il fallait amener de l'essence et du diesel aux pompes. Mais effectivement, l'investissement du raffinage va se porter de plus en plus vers des biocarburants durables, des mélanges, et arrêter et moins de course à la dieselisation, puisqu'effectivement, cette surconsommation de diesel va avoir tendance à diminuer puisque les ventes se sont rééquilibrées pour l'essence. On a encore un peu de marge pour voir ça. Merci. Y a-t-il une question? Béatrice? Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Directeur Général, de ces différentes réponses, parce que c'est une matière qui est complexe, qui est vaste et avec beaucoup d'enjeux. Deux éléments peut-être d'actualité. Sur la définition de l'hydrogène au niveau européen, alors, on entend des cocoricots qu'on partage, on en est satisfait. Le Président a rappelé tout à l'heure que, y compris au Sénat, on avait plusieurs fois interrogé la ministre sur l'état d'avancée des discussions. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi cette définition vous paraît satisfaisante? Qu'est-ce qu'elle règle comme problème? Puis deuxièmement, vous y avez fait allusion vous-même, ce matin, le gouvernement a installé un groupe de travail sur les carburants synthétiques durables pour l'aéronautique. Alors, je ne suis peut-être pas au mot près, mais en gros, c'est l'idée. Je pense qu'on peut s'en réjouir et voir qu'au moment où, après quelques semaines d'annonce de la constitution de cette mission, le gouvernement monte un groupe de travail. Il avait sans doute fait des choses. On a vu les débats. Je me souviens, Stéphane Demilly, je crois, était là avec M. Lescure en séance au moment du PLF. Mais bon, voilà, qu'est-ce que ça change, ce groupe de travail, pour vous, en termes de méthode, en termes d'efficacité? Et puis, notamment, il y avait des appels à projets sur l'hydrogène pour l'aéronautique. Il y a eu des appels d'offres sur les biocarburants aéronautiques, semble-t-il. Et sur l'hydrogène aussi, il y avait notamment des appels d'offres avec les PIEC européens. Alors, où est-ce qu'on en est de tout cela? Je vais prendre la deuxième question, et puis je ferai un bout de réponse à la première, et Christophe Cassiotis complétera sur les détails, sur les discussions européennes sur la définition de l'hydrogène et ce qui reste à franchir. Alors, effectivement, vous souvenez en fait qu'on avait adopté en 2020 déjà une première feuille de route sur les biocarburants durables, dont en particulier pour l'aviation. Ça a donné lieu au premier appel à projet, appel à manifestation d'intérêt et projet, et quatre premiers projets sélectionnés. Bon, là, l'idée, c'est à la fois, sans être une révolution, c'est une confirmation de la priorité politique et des prochaines actions. Ce groupe installé par les trois ministres. D'abord, il veut dire finalement que le nouveau gouvernement poursuit ça. On donne le signal que l'on poursuit. Je crois que c'est un signal qui est important en tant que tel. Et là, ça a été aussi l'identification d'un certain nombre de pistes, dont une concertation à lancer et à finir dans 4 mois
sur comment on fait et comment on soutient, on va le dire clairement, comment on soutient les nouvelles usines de production de carburant durable, avec par ailleurs le travail qui doit continuer plutôt cette fois sur la recherche aéronautique, les futures pistes des prochains projets, etc. Plutôt cette fois sur le volet avion, moteur. Donc c'est le, on va dire ça, le signal d'une deuxième phase finalement sur. Alors, pour les avions, ça fait longtemps, mais là c'est d'une deuxième phase sur les biocarburants ou sur les avions à hydrogène autres, des travaux et d'aller vers l'industrialisation. Mais par ailleurs, c'est effectivement aussi dire le retour d'expérience des premiers projets, et aussi probablement ce qui est nouveau, c'est en même temps, c'est pas nouveau, c'est pas une surprise, mais c'est une confirmation. C'est vraiment le fait que le monde de l'aviation souhaite maintenant. Il va y avoir aussi les obligations européennes, mais il y a aussi les Américains qui disent eux, ils vont faire 10%. Alors, il semble que ce soit des carburants un peu moins durables que les nôtres, donc il ne faut jamais confondre, enfin tout comparer comme ça de manière simpliste. Mais c'est vraiment ce souhait d'accélérer aussi qui a été inclus, qui s'est réexprimé là. Après, je veux dire, on est dans un travail tout le temps renouvelé, de tester les propositions, d'écouter ce que les acteurs ont à dire, de lancer éventuellement de nouveaux soutiens ou de lever des freins s'il y avait des freins réglementaires, de certification des carburants, des moteurs, etc. Sur les débats européens, entre autres sur l'hydrogène, comme l'avait dit là, on a entre autres un acte délégué qui clarifie et aussi officialise comment un hydrogène peut être renouvelable, mais aussi comment il peut être bas carbone. Les débats qui restent à avoir, comme l'avait dit, c'est que que les objectifs donnent plus de subsidiarité sur les objectifs obligatoires et ou indicatifs. Alors il y a des obligatoires pour l'instant, enfin ce sont des projets entre le règlement sur les carburants pour maritime ou aviation ou la directive RED 3. Dans certains cas, il y a des objectifs indicatifs et d'autres qui seront contraignants. Mais notre souhait, c'est que au-delà d'une définition livresque, incontestable et qui permettra de dire oui, ça c'est de la barrière, en soi ça a de la valeur, dire qu'un hydrogène fait à partir d'électricité réseau moyennant des conditions très strictes et bas carbone, ça a de la valeur parce qu'au-delà des obligations, etc., les entreprises vont dire avec ça je vais pouvoir faire des bilans carbone qui émettent moins, etc. Ça sera vrai, ça sera validé. Mais par ailleurs, les objectifs, je veux dire, enfin si vous ne pouvez pas avoir, je vais prendre raison, vous ne pouvez pas avoir deux objectifs contradictoires, de dire que, mettons, il faudrait 7% de biodiesel, dont 6 seraient à partir de telle molécule et 3% à partir de l'autre. Ça ne colle pas. Donc, si l'objectif est trop porté sur le renouvelable, on va avoir du mal à l'atteindre, on va faire même des acrobaties. Et donc, il reste un certain nombre d'étapes à franchir dans les orientations. Christophe suit ça. Oui, alors sur les sujets européens, en fait, on discute à plusieurs niveaux. On discute de la mise en œuvre du paquet Fit for 55. Et là, le sujet, c'est des textes qui sont au niveau des directives. On a la directive renouvelable, on a d'autres paquets, comme le paquet gaz qui va définir le futur marché de l'hydrogène et la manière dont cet hydrogène va être transporté. Et on a des objectifs plus sectoriels, comme dans Refuel Maritime ou Refuel Aviation. Donc ça, c'est des discussions en cours. Ce qui a été présenté ce week-end est publié en début de semaine, c'est des actes délégués. C'est des actes délégués qui viennent décliner la précédente directive RED et qui viennent définir l'hydrogène renouvelable. Le sujet qu'on avait, donc pour définir l'hydrogène renouvelable, il est produit à partir d'électricité. La question qu'on peut se poser, c'est, je suis un producteur d'hydrogène, est-ce que je peux utiliser de l'électricité qui est produite en France ou ailleurs en Europe ? Et est-ce que je peux compter mon hydrogène renouvelable si j'ai acheté de l'électricité renouvelable il y a un mois et pas au moment où je produis ? Et donc, les actes délégués, ils viennent préciser un certain nombre de règles, et notamment, ils vont imposer une corrélation temporaire et géographique à partir d'une certaine date pour tous les pays européens. Ils vont aussi imposer des méthodologies de calcul, donc la manière dont on va faire les analyses de cycle de vie. Et ce que faisaient les versions précédentes, c'est qu'ils imposaient ce qu'on appelait l'additionnalité. L'idée au niveau européen, c'est d'éviter que la production d'hydrogène vienne réduire le rythme de décarbonation de l'électricité.
Dans des pays qui ont un mix fossile existant. de l'électricité existante, dans les pays qui ont un mix fossile important, s'ils se mettent à produire beaucoup d'hydrogène renouvelable, eh bien, ils vont devoir continuer à maintenir leur parc existant de production fossile. Et donc c'est pour ça que l'Europe voulait fixer des règles d'additionnalité qui ne permettaient pas d'utiliser l'électricité renouvelable historique. Et c'est une situation qui s'applique très mal à la France, mais aussi à d'autres pays comme la Suède, qui ont une part importante de renouvelables et de bas carbone. Et donc, ce qui a été fixé dans les textes européens, c'est qu'on pourra utiliser l'électricité renouvelable qu'on a déjà sans avoir besoin de faire de l'additionnalité. Donc, c'est pas une grande victoire en soi, mais c'est le reflet de la réalité physique de notre mix. Et on est content d'avoir quand même réussi à convaincre nos partenaires du fait que c'était pertinent. Sur les objectifs d'hydrogène qui sont dans la directive renouvelable, donc il y a un objectif global de renouvelable dans l'énergie, et après il y a des objectifs pour l'hydrogène qui peuvent être secteur par secteur, pour l'industrie, pour les transports. L'objectif pour l'industrie, il est très élevé. Il est d'environ, enfin, au stade des discussions, il est à plus de 40% en 2030 et il est au-delà de 60% en 2035. La difficulté qu'on a, c'est que cet objectif, il est calculé sur la totalité de l'hydrogène produit. Ça veut dire que, bon, si on produit l'hydrogène renouvelable, on va substituer l'hydrogène fossile, et ça nous va bien dans nos stratégies. Mais tel que l'objectif est formulé, toute molécule d'hydrogène bas carbone produite à partir de notre mix va réduire l'objectif qu'on va atteindre. Et ça, c'est quand même une difficulté, parce que nous, l'objectif, c'est de décarboner grâce à cette production d'hydrogène. Et donc, c'est pour ça qu'on a des discussions avec nos partenaires européens qui ne sont pas tous convaincus de la pertinence de notre proposition pour bien cibler l'utilisation des renouvelables pour décarboner sans que ça rentre en concurrence avec l'hydrogène produit à partir de notre mix électrique. En fait, pour atteindre l'objectif de renouvelable, il faudrait presque s'interdire de produire de l'hydrogène décarboné, finalement. Et ça, c'est contre-intuitif. Il faut qu'on arrive à pousser les deux. Enfin, dans un endroit où il n'y a pas d'autre électricité décarbonée que le renouvelable, ça ne pose pas problème. Ça serait finalement limitant. D'où ces débats. Merci. Pas d'autres questions, mes collègues. Moi, j'en avais une toute petite sur l'électricité. Vous n'avez pas évoqué sur la possibilité de ce qu'on appelle l'autoroute électrique ou les... Pour les camions. Pour les camions, oui. Oui, alors c'est des projets effectivement qui ont été pas mal travaillés dans l'Europe du Nord, entre autres par Scania et avec des versions allemandes. Alors, il y a deux versions. Il y a la version, ça ressemble à des trains avec des pantographes, et il y a aussi la version sur la chaussée. Je vous avoue que là, je ne saurais pas vous dire si ça avance beaucoup. Il y en a un ou deux, il y avait pas mal de projets. Faut qu'on... Oui, il y a des tests, mais là, on va faire, si vous voulez, on peut mettre un petit codicile dans le questionnaire, faire le point avec nos équipes, savoir si... J'ai l'impression quand même, mes équipes me parlent plutôt carrément d'électrification directe avec camions à batterie de plus en plus performants, plutôt que ces modèles-là qui nécessitent des grosses infras, quoi. Il faut changer la route. Mais on vous fait le point. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Écoutez, monsieur le directeur général, merci pour votre introduction. Je pense que nous avons trouvé très pédagogique et très clair. Et merci à votre équipe et à vous-même pour la qualité de vos réponses.